Bonjour à tous, salut à vous les amis d'Internet. Nous vivons une drôle d'époque depuis plusieurs mois, période unique dans l'histoire de l'humanité à ma connaissance, parce que comme plus de 3 milliards d'êtres humains sur la planète, nous avons été à garde à vue pendant plusieurs semaines, avec, l'ironie de la situation, l'obligation de nous faire une autorisation de sortie, quand on était ado, au collège ou au lycée. Les mois ont passé, la vie a continué tant bien que mal. Et maintenant, nous sommes en octobre 2020 et nous subissons un couvre-feu. Et moi, ce mot m'a interpellée assez violemment, car les mots ont leur importance, je crois. Et ce mot de couvre-feu m'a rappelé des souvenirs de mes grands-parents qui me parlaient, eux, des couvre-feux qu'ils avaient vécus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour être très honnête, je crois qu'à l'époque, je n'avais pas mesuré réellement la portée de ce mot, les conséquences et implications pour sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, cela induit aussi, à mes yeux, une graduation, un palier décisif dans cette escalade de restrictions que nous devons tous supporter. Alors pourquoi tout ceci ? Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui ? Si on reprend un petit peu la genèse, nous en sommes là pour un virus. Un virus qui s'est propagé à la vitesse de l'éclair tout autour du globe, qui a provoqué initialement une épidémie, qui s'est transformée très très rapidement en l'espace de quelques jours en pandémie, qui a été renommée comme telle. Alors je ne sais pas pour vous, moi je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais intuitivement j'ai senti quelque chose de bizarre. C'est le seul mot que je peux mettre sur mes impressions d'alors, mais j'ai senti quelque chose de bizarre quand tout ceci a été enclenché. Il y avait une espèce d'affolement généralisé, très très rapide, quelque part trop rapide à mon goût, et j'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi il y a autant d'agitation. Parce que depuis l'histoire de l'humanité, il y a eu de nombreux cas d'épidémie, et aucune n'avait fait l'objet de telles mesures à l'échelle de la planète. Et puis tous les ans, nous sommes confrontés à des virus. Alors pourquoi là, dans ce cas ici, ça a immédiatement pris des proportions hallucinantes. Il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, comme une espèce d'emballement, une sorte de fuite en avant, une agitation fébrile et généralisée qui, moi, m'est apparue suspecte. Parce que simultanément, il y avait un tel empressement à tous nous enfermer, à limiter les contacts et les interactions entre êtres humains, que pour moi, quelque chose clochait. Alors ça peut paraître totalement irrationnel, mais c'est comme ça que je l'ai abordé et que je l'ai vécu. Alors cette situation, elle a provoqué, et elle provoque encore, des bouleversements énormes à l'échelle mondiale, dont on ne mesure pas encore aujourd'hui toutes les conséquences et implications. Parce que tous les jours ou presque, il y a différentes mesures qui sont prises par tous les gouvernements, en France comme ailleurs, des mesures sévères, liberticides, des lois restrictives par rapport à nos libertés personnelles et individuelles qui sont prises sous prétexte de protéger les populations face à ce virus. Alors je m'interroge, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas capables de nous protéger tout seuls ? Qui plus est, depuis le début de cette situation, il y a une foule d'informations qui circulent, informations qui disent tout et son contraire et qui suscitent des polémiques énormes, qui suscitent des clivages entre les gens. Alors au tout début, chacun s'est retrouvé comme sidéré, s'est recroquevillé sur sa petite vie, sur son quotidien, sur son cercle proche. Tout le monde s'est posé beaucoup de questions sans forcément trouver de réponse. Donc en fait, on s'est attaché, on s'est raccroché à ce qui nous parle, à ce qui nous touche, ce à quoi on croit en fonction de notre vision du monde. Et il y a eu beaucoup de peurs qui ont été générées face à cette situation, pour différentes raisons, effectivement, en termes de santé, mais aussi en termes d'argent, en termes de problématiques d'entreprise, etc., etc. Et ces peurs, elles se sont développées. Là, elles sont en train de s'enraciner et elles gouvernent le quotidien. Et de plus en plus, on assiste à des oppositions entre les gens, entre les pro-machins, les anti-trucs, etc.
Et il y a, je pense, un risque majeur que cela engendre de grandes violences entre les individus. Alors aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre 2020, donc 8 mois se sont écoulés depuis le début du confinement, et nos libertés individuelles continuent à se restreindre un petit peu plus tous les jours, par le biais d'une flopée de lois et de décrets que très peu d'entre nous voient passer ou comprennent, parce que la loi est complexe. Et quand j'observe tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais cela va s'arrêter où et quand? Alors bonjour, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Valérie, et j'ai envie de vous partager certaines réflexions du moment et certains constats que j'ai pu faire qui me laissent vraiment dubitatif sur tout ce que nous vivons actuellement. Pourquoi je prends la parole aujourd'hui? C'est une bonne question. Pour être honnête, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Et comme nous sommes encore à peu près libres de nous exprimer, je me suis dit, profitons-en. Je dis ça, mais je constate aussi que depuis plusieurs semaines, et sur de nombreux réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, je constate qu'il y a de plus en plus de censure. Je constate que toutes les personnes qui osent remettre en cause une certaine parole officielle et qui osent exprimer des opinions divergentes voient leur compte ou leur publication suspendus, voire supprimés. Et moi, je me dis que c'est peut-être un peu bizarre, ça aussi. Qui plus est, dans un pays comme la France, qui se targue d'être le pays des droits de l'homme et qui porte la notion de liberté d'expression à tout bout de champ, forcément, je m'interroge. Je m'interroge dans le sens où est-ce qu'on peut encore vraiment parler de démocratie quand la parole n'est ni libre ni transparente, quand la diffusion des informations et des opinions est contrôlée. Parce que j'avais toujours pensé que le débat contradictoire était un prérequis pour parler de démocratie. Donc pourquoi on censure ceux et celles qui pensent et qui osent s'exprimer différemment? Ça peut être intéressant de se poser la question, non? Donc pourquoi je choisis de m'exprimer? Parce que je pense que là aussi nous sommes nombreux et nombreuses à nous interroger sur cette période un peu folle, cet emballement, cette précipitation que l'on voit tous les jours. Et paradoxalement, cette période elle est assez exaltante aussi parce que je ne peux m'empêcher de penser que nous avons tous collectivement plein de choses à reconstruire face à ce monde qui partait dans tous les sens quelque part. Alors je pose et je me pose des questions parce qu'il y a beaucoup de choses troublantes, non cohérentes dans tous les discours qui sont tenus depuis le début de cette période et que nous continuons à entendre tout et son contraire. Pourquoi je prends la parole? Parce que le temps passe, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, nos libertés individuelles se restreignent et moi c'est pas ainsi que j'ai envie de vivre. C'est pas dans un monde gangréné par la peur que j'ai envie d'évoluer. C'est pas dans un monde régi par le contrôle et une forme d'obéissance servile dans lequel j'ai envie que mes enfants et que mes descendants évoluent. Alors oui, la peur, elle est palpable, elle est à intensité variable selon les personnes, leur degré de connaissance et leurs croyances. Aujourd'hui, elle est encore dissimulée sous un certain vernis social, un petit peu du type « tout va bien madame la marquise, je continue mon petit train-train ». Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment au fond de chacun d'entre nous? Parce que comme les opinions des uns et des autres deviennent de plus en plus tranchées, il y a des clans qui se forment, et des clans où chacun est convaincu d'avoir raison. Chacun prend position pour un bord ou pour un autre, mais là aussi, franchement, est-ce que c'est toutes ces oppositions, cette dualité, ça vous satisfait? Pourquoi à tout prix vouloir avoir raison? Et j'ai envie de dire, quel que soit le positionnement de chacun, croyez-vous vraiment que les gens vivent bien et sont épanouis actuellement? Vous vous sentez comment? Oui, facialement. Tout le monde semble avoir repris une vie normale. Mais je reste intimement convaincue que chacun, et chacune d'ailleurs, en son fort intérieur, sait et sent que rien ne sera plus jamais comme avant. Sauf qu'au vu de tout ce que nous traversons, tous les repères sont bousculés, et c'est très déstabilisant, et c'est normal. C'est face à ça que j'ai pu relever que beaucoup d'entre nous se sentent impuissants,
ne sachant pas très bien quoi faire, et que la formation de ces clans ne font que traduire des états de colère, de frustration, tout un tas d'émotions contradictoires qui alimentent la et les peurs, hein, et qui construit un état de stress plus ou moins conscient, mais ce stress s'installe de façon permanente et de façon assez sournoise et insidieuse. Et c'est là aussi où la situation est très anxiogène, parce qu'il devient excessivement délicat de se projeter, d'envisager l'avenir, et c'est encore peut-être plus prégnant pour les enfants et les jeunes gens. Alors pourquoi je prends la parole aujourd'hui ? Aussi parce qu'après avoir énormément discuté avec beaucoup de monde depuis des mois, mais aussi à l'écoute des personnes que j'accompagne en coaching et qui m'exposent tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils vivent encore d'ailleurs, et que ce soit à titre personnel comme dans le monde de l'entreprise, je mesure un peu plus chaque jour l'impact mortifère que ces situations génèrent. Et le mot est fort, mais c'est pour moi vraiment de cet ordre-là, parce que l'effet pervers, c'est de détruire la joie et l'espoir des gens. Et pourtant, en posant de simples questions, des questions toutes bêtes, toutes basiques en fait, je me suis également rendu compte qu'il y avait une forme de méconnaissance sur certains sujets, et notamment sur tout ce qui peut être entendu sur les virus. Mais de façon plus générale, je pense que la méconnaissance d'un sujet participe pleinement à véhiculer et à entretenir les peurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on s'en tient au virus, tous les jours, nous employons des termes un peu plus ou moins basiques et qui font partie de notre quotidien, que ce soit un rhume, une gastro, une grippe, etc. Et jusqu'à présent, nous avions accepté que les virus fassent partie de notre vie, et sans forcément se poser plus de questions que cela. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous poser quelques questions, et une plus particulièrement pour commencer. Est-ce que vous savez ce que c'est un virus ? Est-ce que vous savez comment un virus fonctionne ? Parce que sur la planète, il y a une foule de virus, plus ou moins dangereux, et qui existent depuis la nuit des temps. Ils font même partie des organismes qui ont participé, d'ailleurs activement, à la création de la vie sur la Terre, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'ils font partie intégrante du cycle du vivant. Et est-ce que vous savez aussi que nous avons des millions de virus au sein de notre propre corps, parce que ces virus participent à nous maintenir en équilibre et en bonne santé, notamment au niveau de nos intestins. Et dans ce cycle du vivant, toutes nos cellules sont en contact tous les jours avec des virus. Alors un virus, c'est quoi ? C'est une particule infectieuse, microscopique, un organisme assez simple dans son organisation et sa structure. C'est pourquoi en fait il a besoin de ce qu'on appelle un hôte pour se développer, parce qu'il ne peut pas se reproduire de façon autonome. C'est pourquoi un virus va, entre guillemets, attaquer différents organismes vivants pour assurer quelque part sa propre survie. Donc il peut infecter des bactéries, alors on les appelle des bactériophages, sachant que là le terme phagos en grec signifie manger. Il peut aussi venir s'installer au sein d'une cellule humaine et agir, interagir, selon les cas de figure, avec plus ou moins de bonheur au sein de notre organisme. Et cette cellule que le virus va venir infecter s'appelle la cellule hôte. Et comme le virus n'est pas en capacité de se développer de façon autonome, il va utiliser toute la machinerie cellulaire pour pouvoir se développer et croître. Alors comme ils sont très petits, ce que je disais tout à l'heure, ce sont les plus petits de ce qu'on appelle les agents pathogènes, qui vient du grec là aussi pathos, qui veut dire maladie, infection. Il est petit, mais il a quand même son propre matériel génétique, sa carte d'identité. On pourrait faire l'analogie avec ce terme un peu plus simple. Et au sein du vivant, cette carte d'identité, elle est définie par ce que l'on appelle un acide nucléique. Nucléique vient du mot noyau. Et cet acide nucléique peut être ce que l'on appelle de l'ADN ou de l'ARN.
ADN pour acide désoxyribonucléique et ARN pour l'acide ribonucléique. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans la définition de ce qu'est l'ADN ou l'ARN, ni quant à leur formule chimique ou les mécanismes de fabrication, de transmission, parce que ce sont des molécules et des process assez complexes. Mais pour revenir au virus, sa carte d'identité est ce que l'on appelle le génome du virus. Et selon l'acide nucléique dont il est constitué, c'est pourquoi on parle de virus à ADN ou de virus à ARN. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne la famille des virus corona, leur matériel génétique est défini par un ARN. Je disais tout à l'heure que le virus est un organisme assez simple, donc il y a sa carte d'identité, mais il est aussi entouré de ce que l'on appelle une capsule. Une capsule qui est constituée de protéines. En jargon scientifique, on appelle cela la capside, qui vient du grec kapsa, qui veut dire la boîte. Alors là aussi, je simplifie parce que certains virus sont dits nus, parce qu'ils n'ont pas cette capsule, mais là c'est pas le cas du virus qui inquiète la planète. Et quand on observe un virus au microscope, on voit que ces capsules, ces protections, elles ont des formes plus ou moins variées. Et la forme de cette capsule, d'ailleurs, peut aider et contribue largement à l'attribution du nom des virus. Et là, ici, en l'occurrence, le virus qui a réussi à confiner la planète, la forme de sa capsule ressemble à une couronne, d'où le nom de Corona. Je vais faire un petit flashback rapide. La découverte des virus, elle est relativement récente. La toute première description a été faite en 1892 par un monsieur qui s'appelait Adolphe Meyer et qui avait étudié, ou tout au moins constaté, pas étudié, mais constaté une maladie spécifique aux feuilles de tabac au sein des plantations. Et il avait constaté que cette maladie se transmettait entre les plantes, mais il ne savait pas comment. Et ce n'est qu'en 1935 qu'un autre chercheur a pu identifier ce qui a été appelé le virus de la mosaïque du tabac. Et ce monsieur s'appelait Wendell Stanley. Donc, pour résumer, vous voyez que la connaissance des virus n'est pas très très ancienne, à peine une petite centaine d'années. Pour revenir à la fameuse capsule, la capsule d'un virus, on pourrait dire qu'elle a plusieurs rôles, mais elle en a deux principaux. Un, c'est de protéger le matériel génétique, la carte d'identité du virus. Mais selon sa constitution, elle participe aussi au mode de transmission du virus. Et quand on étudie justement la transmission d'un virus en fonction de sa composition, le fait de savoir comment ça fonctionne, ça permet de trouver les moyens adaptés pour apporter des réponses et le cas échéant pour se soigner. Et dans notre corps, on a de nombreux atouts pour répondre aux différents types d'infections. C'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire, parce que quand le corps se sent attaqué, il a toute une batterie de solutions et de petits soldats internes pour se défendre et apporter une réponse adaptée afin de rétablir l'équilibre et de retrouver une pleine santé. C'est là d'ailleurs où il y a de nombreux facteurs qui peuvent intervenir, qui peuvent être l'âge, le mode de vie, le mode d'alimentation, les circonstances extérieures aussi, comme la température. Mais bon, on aura l'occasion de reparler plus longuement des mécanismes de la réaction immunitaire. Donc voilà, les virus, je vous en ai parlé assez brièvement. Peut-être vous ai-je apporté un éclairage différent. Et pourquoi je vous ai parlé de tout ça ? Comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, je me suis rendu compte qu'au vu de tous les échanges que j'avais pu avoir, très peu de gens connaissent le fonctionnement d'un virus. Et justement, je me suis dit que j'ai été vraiment étonnée d'observer combien cette particule minuscule avait réussi à terroriser la moitié de la planète. Je me suis demandé pourquoi tout le monde, ou presque, a cru immédiatement ce qui a été raconté sur un virus, sans forcément chercher à en savoir beaucoup plus, sans forcément prendre du recul, et sans vraiment chercher à comprendre l'origine de tout ceci.
parce qu'en fait, c'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à des virus, que l'on parle de la grippe espagnole. D'ailleurs, le virus de cette grippe, c'est un petit aparté, le virus de cette grippe venait des États-Unis, mais c'est en fait le gouvernement espagnol qui a eu la volonté de l'annoncer officiellement, et c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui la grippe espagnole. Donc celle-ci a fait de nombreux décès. Plus récemment, il y a celle aussi qu'on a appelée la grippe de Hong Kong, qui a fait plus de 30 000 morts en France dans les années 68-69, et rapporté à la population de l'époque, ça équivaudrait aujourd'hui à plus de 40 000 décès. Sauf que dans ces années-là, à ma connaissance, il n'y a pas eu une mesure aussi drastique. Je pense même que c'était une période de libération des mœurs et de certains carcans sociétaux. Donc là, en 2020, je me suis demandé pourquoi tout le monde a sombré dans la peur. Qu'est-ce que ça a réveillé pour chacun d'entre nous et pourquoi ces peurs ont paralysé ces milliards de personnes autour du globe. Il peut y avoir une multitude de raisons, et c'est humain. Peut-être que ce virus et tous les discours anxiogènes tenus ont réveillé notre peur ancestrale, la plus peut-être primaire, et qui est la peur de la mort. Mais la peur a été un moteur et un levier très très puissant. Dans mon métier de coach, tous les jours, je constate les dégâts, les freins et les blocages que provoquent les peurs. Et quand j'accompagne les personnes, je vois ce que notre histoire, notre éducation, nos conditionnements, mais aussi notre ignorance peuvent provoquer et combien de mal-être ça génère. Alors pour vous, sur cette situation en particulier, mais que nous vivons tous et qui impacte notre quotidien, j'ai envie de vous inviter à vous poser quelques instants calmement, sans parti pris, et de vous interroger face à cette situation. Qu'est-ce qui vous semble juste dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous vivez? Qu'est-ce qui vous semble vrai? Est-ce que vous êtes allé chercher des informations complémentaires à tout ce que vous avez pu entendre? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Et puis, qui croyez-vous et pourquoi? Qui avez-vous choisi de croire? Quelles sont les intentions des uns et des autres et quelles sont les vôtres? Est-ce que vous n'êtes pas en capacité de savoir et de sentir ce qui est bon pour vous? Être en capacité de prendre soin de vous-même sans attendre une solution miracle qui vient de l'extérieur? Donc peut-être que si la peur a généré beaucoup de difficultés, la question de fond c'est pourquoi croyez-vous et faites-vous plus confiance à d'autres qu'à vous-même? Est-ce que vous pouvez vous faire confiance, conserver votre liberté de penser et développer votre curiosité, ce qui pourrait aider aussi à développer votre libre arbitre? Je vous invite à réfléchir à toutes ces questions. Merci beaucoup pour votre attention. Cette émission était une première pour moi et je demande toute votre indulgence pour les petits couacs ou hésitations. Je suis pas non plus spécialement une pro de la technique, mais bon, c'est pas forcément très très grave, mais c'est peut-être pas forcément le plus important non plus. J'espère par contre que cette brève vous aura intéressé et aura pu vous apporter un certain éclairage, vous donner quelques informations. Abonnez-vous si vous souhaitez qu'on puisse échanger et partager certains moments, certaines idées ensemble. Et puis, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et vous pensez que je peux vous accompagner dans le cadre de votre développement personnel, vous avez les liens dans la description pour me contacter. Alors, dans l'immédiat, je vous souhaite une magnifique journée et je terminerai en vous disant un petit mot, c'est soyez doux et douce avec vous-même et puis faites-vous confiance. À bientôt.